Bienvenue. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement marquant qui a récemment attiré l'attention. Une institution que les économistes considèrent comme le thermomètre de l'économie mondiale a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle a tiré une sonnette d'alarme franche, chiffrée et sans ambiguïté. Le Fonds monétaire international, le FMI, a publié son rapport trimestriel sur les perspectives économiques mondiales. Et ses conclusions sont préoccupantes. Pas catastrophiste, mais préoccupante. Et elles méritent qu'on s'y arrête sérieusement, parce qu'elles contiennent des données concrètes qui vont affecter directement votre pouvoir d'achat, votre emploi et la capacité de votre gouvernement à financer les services publics. Voici la phrase que Pierre-Olivier Gourinchas, le chef économiste du FMI, a prononcée en conférence de presse hier à Washington. Avant la guerre, nous nous préparions à relever nos prévisions de croissance. Elles sont au contraire abaissées. Cette phrase, à elle seule, dit tout. Les économistes du FMI étaient optimistes au début de l'année. Ils anticipaient une accélération de la croissance mondiale, portée par les investissements technologiques, l'IA, la stabilisation des marchés après les turbulences de 2025. Et puis le 28 février, les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran. Le détroit d'Ormuz a été bloqué. Et tout a changé. En quelques chiffres, la croissance mondiale passe de 3,3% anticipée en janvier à 3,1% pour 2026. Ce n'est pas un effondrement, mais c'est aussi moins que les 3,4% de 2025. On régresse. L'inflation mondiale, qui était en train de se calmer, repart à 4,4%, soit 0,6 points de plus que prévu. Et ce sont les pays les plus pauvres, les économies émergentes et les importateurs de matières premières qui seront les plus touchés. Autrement dit, les gens qui ont le moins les moyens de faire face à une flambée des prix sont exactement ceux qui vont la subir le plus. Dans cette vidéo, on va décrypter tout ça. Le rapport du FMI, ses chiffres, ses avertissements. Le blocus d'Ormuz qui continue à paralyser le commerce mondial et dont les effets en cascade commencent à toucher des secteurs que vous n'imaginez pas. La trêve de Pâques ratée en Ukraine, qui repart de plus belle. Et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui prend une nouvelle dimension avec la menace de droits de douane, à 50% sur fond de confrontation militaire par procuration. Vous avez 35 minutes. C'est le temps qu'il faut pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et comprendre, c'est la meilleure défense contre un monde qui s'emballe. Commençons par le rapport du FMI lui-même. Parce qu'un rapport économique international, ça peut paraître abstrait. Alors on va le rendre concret, avec des chiffres parlants et des comparaisons qui font sens. Le FMI, c'est le médecin de l'économie mondiale. Chaque trimestre, il ausculte toutes les économies de la planète et publie ses diagnostics. Ses prévisions ne sont pas parfaites, personne ne peut prédire l'avenir avec certitude, mais elles sont réalisées par les équipes d'économistes les plus informés du monde, avec accès aux données de tous les pays membres. Quand le FMI revoit ses prévisions à la baisse, ça compte. Alors qu'est-ce que le rapport de mardi 14 avril dit exactement? Premier constat, la croissance mondiale ralentit à cause de la guerre en Iran. Le FMI passe de 3,3% à 3,1% de croissance mondiale en 2026. Concerne et il prévient. Si la guerre s'intensifie, si le pétrole atteint en moyenne 110 dollars le baril en 2026 et 125 dollars en 2027, plusieurs pays pourraient donc basculer en récession. Le mot récession est dans le rapport. Ce n'est pas anodin. Deuxième constat, l'inflation repart. Le FMI anticipe désormais 4,4% d'inflation mondiale en 2026, contre 3,8% initialement prévu. Pour mémoire, l'objectif des banques centrales est généralement de maintenir l'inflation autour de 2%. À 4,4%, on n'est plus du double. Et Pierre-Olivier Gourinchas a dit quelque chose de particulièrement préoccupant. Si l'inflation reste à ce niveau, elle risque de s'ancrer dans les anticipations des ménages et des entreprises. Ce qui signifie que chacun va augmenter ses prix et ses salaires en prévision de l'inflation, créant une boucle inflationniste auto-entretenue. Exactement ce qui s'est passé dans les années 70 après le choc pétrolier. Troisième constat, les impacts sont extrêmement inégaux. Et c'est peut-être le point le plus important du rapport. Voici les grandes lignes, pays par pays. L'Iran, moins 6,1% de croissance en 2026. Une contraction économique catastrophique. C'est une révision de 7,2 points de pourcentage
par rapport aux prévisions de janvier. L'épicentre de la crise paie le prix le plus élevé. L'Arabie saoudite, croissance revue à 3,1%, soit 1,4 point de moins. Le Golfe est doublement touché par la perturbation des exportations pétrolières et par l'insécurité régionale qui freine les investissements. L'Europe, la zone euro passe de 1,3% à 1,1% de croissance. Le Royaume-Uni est le plus touché avec 0,8%, soit 0,5 points de moins. L'Allemagne, déjà au bord de la stagnation, voit ses perspectives se dégrader encore. La France abaisse elle-même sa prévision nationale de 1% à 0,9%. Ce sont des chiffres proches de zéro, avec très peu de marge de manœuvre. Les États-Unis, étonnamment résistants, leur croissance passe de 2,4% à 2,3%, soit une révision minime de 0,1 point. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont devenus exportateurs nets d'énergie grâce à la révolution du shale oil. La hausse du prix du pétrole leur est en partie favorable. Leurs producteurs gagnent plus. Et les surprises ? La Russie voit sa croissance révisée à la hausse de 0,8% à 1,1%. Pourquoi ? La hausse des prix du pétrole augmente ses revenus d'exportation malgré les sanctions. L'Inde résiste bien, à 6,5%, revue légèrement à la hausse. Le Brésil améliore légèrement sa projection à 1,9%. Et voici le chiffre qui doit vous faire réfléchir sur votre quotidien. L'essence aux États-Unis, le thermomètre le plus visible de l'inflation pour les ménages, est passé de 2,98 $ le gallon le 28 février, au lendemain des frappes, à 4,11 $ le gallon aujourd'hui. C'est une hausse de 38% en 6 semaines. Une hausse que les Américains paient à la pompe chaque jour. Et que les Européens, dont l'énergie est structurellement plus chère et plus taxée, paient encore plus durement sur leurs factures d'électricité et de gaz. Le FMI avertit aussi sur le scénario catastrophe. Si le conflit s'étend, si des infrastructures énergétiques supplémentaires sont frappées, si le blocus d'Ormuz dure plusieurs mois de plus, les prix du gaz en Europe pourraient bondir de 200%. Les produits alimentaires de base seraient 5% plus chers en 2026 et 10% de plus en 2027. Ce n'est pas le scénario de base du FMI, mais c'est dans le rapport, et dans les rapports du FMI, ce qui est dans le rapport mérite qu'on y prête attention. La conclusion du FMI est formulée ainsi. Les hostilités actuelles au Moyen-Orient posent des arbitrages politiques immédiats, entre lutter contre l'inflation et préserver la croissance, et entre soutenir ceux qui sont affectés par la hausse du coût de la vie et reconstituer les réserves budgétaires. En langage simple, les gouvernements sont coincés. S'ils augmentent les taux d'intérêt pour combattre l'inflation, ils ralentissent l'économie et aggravent le chômage. S'ils laissent filer l'inflation pour protéger la croissance, le pouvoir d'achat des ménages s'effondre. Il n'y a pas de bonne solution, seulement des arbitrages douloureux. Revenons maintenant au détroit d'Ormuz. Parce que le rapport du FMI que l'on vient d'analyser repose entièrement sur ce que l'on appelle un scénario de base, c'est-à-dire l'hypothèse que le conflit au Moyen-Orient reste relativement court et que les perturbations énergétiques s'atténuent d'ici la mi-2026. Mais ce scénario de base est directement conditionné par ce qui se passe dans ce détroit de 39 km. Rappelons les faits récents. Dimanche 12 avril, après l'échec des négociations d'Islamabad avec l'Iran, Trump annonce un blocus naval américain. Lundi 13 avril à 16h GMT, le blocus entre en vigueur. La marine américaine est positionnée pour intercepter tous les navires entrant ou sortant des ports iraniens. Et immédiatement, la question se pose, est-ce que ce blocus va vraiment fonctionner ? La réponse que les 48 premières heures nous donnent est partiellement. Et le partiellement est riche d'enseignements. D'un côté, le blocus a un effet réel, La psychologie des marchés et sur le comportement des armateurs. Des dizaines de capitaines ont modifié leur route dès l'annonce du blocus, avant même qu'il entre en vigueur. Les assureurs maritimes ont immédiatement renchéri leurs primes, certains refusant tout bonnement de couvrir les traversées du détroit. Le trafic, déjà réduit à 10% de son niveau normal d'avant-guerre, reste donc quasi inexistant. Environ 2000 navires et 20 000 marins restent bloqués dans la zone. Une situation que les Nations Unies comparent à ce qu'on n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. De l'autre côté,
Le blocus a des limites opérationnelles très concrètes. La Chine a clairement signifié qu'elle ignorait le blocus pour ses propres approvisionnements, et plusieurs navires continuent de passer. 4 navires ont traversé le détroit le premier jour du blocus, dont le pétrolier chinois Rich Starry, déjà sous sanctions américaines, sans qu'il soit intercepté. La marine américaine, face à ce défi, choisit de ne pas escalader, parce qu'a raisonné un pétrolier chinois, c'est déclencher un incident diplomatique avec Pékin qui dépasserait immédiatement le cadre de la crise iranienne. Il y a aussi la question des mines sous-marines, et c'est peut-être le facteur le plus dangereux de tous. Les gardiens de la révolution iranien auraient donc posé des mines dans le détroit. Le CENTCOM américain affirme avoir envoyé 2 destroyers pour poser les conditions d'un déminage. L'Iran nie. Aucune vérification indépendante n'est possible. La France et le Royaume-Uni annoncent l'organisation d'une conférence internationale pour rétablir la liberté de navigation dans le détroit. Des entreprises de dragage, dont une française, sont évoquées pour des opérations de déminage par drone sous-marin. Et puis, il y a le péage. Les gardiens de la révolution iranien ont instauré un droit de passage officieux pour les navires qui osent transiter. Selon Sam Manders, président de Flexport, une entreprise mondiale de logistique maritime, les tarifs atteindraient jusqu'à 2 millions de dollars par pétrolier pour le transit. Ce péage est accepté en yuan chinois ou en crypto-monnaie, contournant ainsi totalement le système financier basé sur le dollar et les sanctions américaines. C'est fascinant et révélateur. L'Iran a transformé le détroit en point de péage, exactement comme un État féodal qui contrôle un passage stratégique et exige tribut à tous ceux qui veulent y passer. Trump a dit vouloir empêcher cela. La réalité opérationnelle est plus compliquée. L'impact économique continue de se propager en cascade. La production de pétrole de l'OPEP en mars 2026 a baissé de 27% par rapport au mois précédent, passant de 28,7 millions à 20,8 millions de barils par jour. C'est un chiffre colossal. Les exportations de matières premières par Hormuz se sont effondrées pour tous les pays du Golfe, sauf pour l'Iran lui-même, qui a étonnamment maintenu ses exportations en vendant essentiellement à la Chine et à l'Inde via des canaux alternatifs. Les aéroports européens ont lancé une alerte. Si le trafic maritime n'est pas rétabli dans les 3 prochaines semaines, une pénurie systémique de kérosène pourrait menacer l'aviation commerciale. Air France et Transavia ont déjà répercuté la hausse du kérosène sur leurs tarifs. Les tickets d'avion pour l'été 2026 sont en train de devenir significativement plus chers. Les constructeurs automobiles commencent à rationaliser leur chaîne de production faute de composants. Et les prix des métaux industriels, cuivre, aluminium, ont bondi, anticipant une reprise des négociations ou une dégradation supplémentaire. La question centrale est maintenant, combien de temps ce blocus va-t-il tenir? Et dans quelle configuration va-t-il évoluer? Trump a évoqué la possibilité de nouvelles négociations avec l'Iran sous 2 jours. Des signaux de reprise. Des pourparlers filtrent, mais les marchés, échaudés par les faux espoirs du cessez-le-feu du 8 avril, qui n'a pas tenu plus de quelques jours, restent méfiants. Les bourses européennes ouvrent en léger recul mercredi matin, dans l'attente de voir des avancées concrètes, selon les analystes de Boursorama. Pendant que la crise iranienne absorbe l'attention médiatique, une autre confrontation monte en puissance et risque d'avoir des conséquences tout aussi profondes sur l'économie mondiale. C'est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui vient de franchir un nouveau palier cette semaine. Voici ce qui s'est passé. Dimanche 12 avril, dans la même foulée que l'annonce du blocus d'Ormuz, Trump a brandi une menace d'une ampleur inédite. Des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 50% sur toutes les marchandises chinoises, si Pékin apportait une aide militaire à l'Iran. La formulation exacte de Trump sur Fox News: « S'ils se font prendre à faire ça, ils écoperont de droits de douane à 50%, ce qui est vertigineux. » Mardi 14 avril, la Chine a répondu par la voix de son ministère des Affaires étrangères. Guo Jiakun, porte-parole officiel, a clairement averti Washington que la Chine défendrait ses intérêts face à ce qu'elle considère comme une stratégie serious, coercitive et des accusations fabriquées de toutes pièces. Le ton est ferme, mais encore mesuré. Pékin ne veut pas escalader, mais elle ne recule pas non plus.
Pour comprendre l'enjeu de cette confrontation, il faut replacer dans son contexte la guerre commerciale américano-chinoise. Elle a commencé lors du premier mandat de Trump, s'est intensifiée en 2025 avec des droits de douane atteignant par moments 145% sur certains produits chinois. En mai 2025, une trêve de 90 jours avait ramené les droits à 30% côté américain. Cette trêve fragile tient encore. Mais la menace des 50% lie désormais enjeux géopolitiques iraniens et guerre commerciale. C'est une nouvelle configuration. La Chine est dans une position délicate. D'un côté, elle importe massivement du pétrole iranien. Plus de 80% des exportations pétrolières iraniennes vont en Chine. Et elle a tout intérêt à maintenir cette relation. De l'autre, elle ne peut pas se permettre une confrontation économique totale avec les États-Unis, son premier partenaire commercial pour les exportations. Le commerce bilatéral USA-Chine représente plus de 600 milliards de dollars par an. Une guerre tarifaire à 50% serait catastrophique pour les deux économies. Mais il y a quelque chose de plus profond dans cette tension. Trump utilise la crise iranienne pour tenter de forcer la Chine à choisir un camp. Soit elle arrête d'acheter du pétrole iranien et respecte le blocus américain, soit elle paie une pénalité commerciale massive. C'est une forme de chantage économique, et Pékin refuse de plier. Pékin envoie ses pétroliers dans le détroit. Pékin déclare le blocus dangereux et irresponsable. Pékin maintient ses achats de pétrole iranien. Ce bras de fer révèle quelque chose de fondamental sur la structure de l'économie mondiale en 2026. Les États-Unis et la Chine sont profondément interdépendants, mais cette interdépendance ne les empêche pas de s'affronter. Ils ont besoin l'un de l'autre et se font la guerre en même temps. C'est ce que les économistes appellent une relation de copétition, un mélange de coopération et de compétition qui peut basculer vers le conflit ouvert à tout moment. Et la date à retenir dans l'agenda géopolitique. Trump doit se rendre à Pékin les 14 et 15 mai pour rencontrer Xi Jinping. Cette réunion, si elle a lieu, sera l'une des plus importantes de la décennie. Les deux hommes vont se retrouver face à face avec un contexte radicalement différent de ce qui était prévu. Une guerre américano-iranienne en cours, un blocus naval qui défie les navires chinois, une menace de 50% de droits de douane supplémentaires et une course à la domination des routes énergétiques mondiales. Si une partie de l'accord de paix avec l'Iran se négocie en parallèle lors de ce sommet sino-américain, le monde pourrait sortir de cette réunion avec un nouveau paysage géopolitique. Ou pas. On parle beaucoup d'Iran, mais il ne faut pas oublier que pendant ce temps, à 3000 km de là, une autre guerre continue. La guerre en Ukraine, entamée en février 2022 par l'invasion russe à grande échelle, entre dans sa 5e année. Et ces derniers jours ont été marqués par un épisode révélateur, une trêve de 32 heures pour la Pâque orthodoxe qui n'a tenu qu'en théorie. Voici ce qui s'est passé. Vladimir Poutine a accepté la proposition de Zelensky d'un cessez-le-feu de 32 heures pour la fête orthodoxe de Pâques, du samedi à 16 heures au lundi minuit. Les deux camps ont proclamé vouloir respecter cette trêve religieuse. Et puis, l'état-major ukrainien a annoncé que la Russie avait violé le cessez-le-feu 2299 fois en une seule journée. La Russie a dit de son côté que l'Ukraine avait violé la trêve des milliers de fois. La trêve s'est terminée exactement comme elle avait commencé, dans un flot de récriminations mutuelles. Ce que cet épisode révèle est important. D'abord, il montre à quel point la confiance entre les deux camps est nulle. Quand les deux parties se retrouvent à s'accuser mutuellement de milliers de violations sur une seule journée de trêve, ça dit quelque chose sur leur capacité à s'entendre sur quoi que ce soit de durable. Ensuite, il montre que le front de 1200 km est trop complexe pour être contrôlé par des ordres venant du haut. Des milliers d'unités militaires, sur des centaines de positions différentes, avec des intérêts tactiques locaux qui peuvent primer sur les directives politiques. Et après la fin de la trêve pascale, la guerre a repris de plus belle. Lundi soir, l'armée de l'air ukrainienne annonce avoir abattu 87 drones russes sur les 98 lancés dans la nuit. La Russie revendique avoir intercepté 33 drones ukrainiens. Le bilan est lourd, 7 morts et des dizaines de blessés dans plusieurs régions d'Ukraine. Une frappe ukrainienne tue un couple et leur enfant en Russie, à plus de 500 km de la frontière.
Un incident tragique qui monte encore d'un cran la dimension psychologique du conflit pour les populations civiles des deux côtés. Mais il y a une bonne nouvelle qui mérite d'être soulignée et qui est directement liée à la chute d'Orbán en Hongrie dont on avait parlé. Marta Kos, commissaire européenne à l'élargissement, a déclaré hier en marge des réunions de printemps du FMI à Washington « Nous ne sommes plus bloqués. Espérons qu'avec les changements intervenus en Hongrie, nous pourrons aller de l'avant avec le prêt de 90 milliards d'euros destiné à l'Ukraine. Ce montant permettra à Kiev de couvrir ses besoins financiers de 2026 et 2027. » La chute d'Orbán a donc eu un effet immédiat et concret sur le financement de la résistance ukrainienne. Ce qui se passe à Budapest se répercute directement sur ce qui se passe à Bakhmout et Dnipro. Il y a aussi une information qui est passée presque inaperçue dans le tourbillon de l'actualité. Le gouvernement américain a annoncé la prolongation jusqu'à fin octobre de la suspension partielle de sanctions contre le géant russe Lukoil. Traduction. Alors que les cours du pétrole flambent à cause du conflit iranien, Washington assouplit discrètement ses sanctions contre un producteur russe pour éviter une pénurie supplémentaire sur les marchés. C'est un signal ambigu et révélateur des contradictions dans lesquelles se trouve l'administration Trump, qui veut en même temps punir l'Iran, contenir la Russie et gérer l'inflation pétrolière chez elle. La situation sur le front ukrainien reste un conflit de haute intensité, d'usure, sans percée majeure visible. Mais les connexions avec la crise iranienne sont réelles. La hausse des prix du pétrole profite à la Russie, renforçant sa capacité à financer son effort de guerre. La déstabilisation de l'OTAN que provoque Trump par ses déclarations erratiques affaiblit le cadre de soutien à l'Ukraine. Et la priorité diplomatique que représente la crise iranienne détourne une partie de l'énergie politique occidentale du dossier ukrainien. Maintenant qu'on a passé en revue les 4 grands dossiers de l'actualité, le rapport du FMI, le blocus d'Ormuz, la guerre commerciale USA-Chine et l'Ukraine, il est temps de prendre de la hauteur. Parce que ces 4 dossiers ne sont pas des événements séparés. Ils sont les manifestations d'une même transformation profonde de l'ordre mondial. Et les comprendre ensemble, c'est avoir une vision que très peu de gens, même parmi les dirigeants politiques, arrivent à articuler clairement. Voici la thèse centrale que je veux vous soumettre aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre la fin d'une époque, celle qui a suivi la chute du mur de Berlin en 1989, l'ère unipolaire dominée par les États-Unis, le moment unipolaire, selon le terme de l'analyste Charles Krauthammer, et la transition vers un monde multipolaire est en train de se faire non pas de manière ordonnée et négociée, mais de manière chaotique, simultanée, et sur plusieurs fronts à la fois. Regardons les connexions entre nos 4 dossiers. Connexion 1, Iran-Chine, Hormuz commerce. La Chine achète du pétrole iranien. Trump bloque Hormuz pour assécher l'Iran. Les navires de Chinois défient le blocus. Trump menace la Chine de 50% de droits de douane. La Chine refuse de plier et continue d'acheter. Ce qui aurait dû être une confrontation bilatérale USA-Iran est devenu un triangle USA-Iran-Chine, avec des enjeux commerciaux et énergétiques considérables. Et au milieu, vous, qui payez l'essence plus chère et vos billets d'avion plus chers. Connexion 2, Iran-FMI. Pays pauvre. La guerre en Iran fait monter le prix du pétrole. Le prix du pétrole alimente l'inflation mondiale. Le FMI révise ses prévisions à la baisse. Les économies émergentes et les pays à faible revenu, qui n'ont rien à voir avec la dispute USA-Iran, paient la facture sous forme d'inflation importée, de monnaies affaiblies, de dettes plus difficiles à rembourser. Le Forum économique mondial avait classé la confrontation géoéconomique comme le risque numéro 1 pour la stabilité mondiale en 2026. On y est. Connexion 3. Iran-Ukraine, Russie. La hausse des prix pétroliers causée par la crise iranienne profite directement à la Russie. Moscou voit sa croissance revue à la hausse de 0,8% à 1,1% grâce aux revenus pétroliers supplémentaires. Ces revenus financent la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, Trump, occupé par la crise iranienne, allège discrètement certaines sanctions contre la Russie. Et la Hongrie, qui bloquait l'aide européenne à l'Ukraine, vient de changer de gouvernement, libérant potentiellement 90 milliards d'euros qui pourraient changer l'équilibre de la guerre. Tout est connecté. Connexion 4.
Hongrie-Ukraine-Europe-Iran. La chute d'Orban renforce l'UE. Une UE plus unie et mieux équipée pour coordonner sa réponse à la crise énergétique causée par Hormuz. Une UE plus unie peut aussi mieux soutenir l'Ukraine. Et une Europe moins divisée est un acteur plus crédible dans les négociations diplomatiques sur le dossier iranien. Le vote d'un dimanche à Budapest résonne jusqu'au golfe Persique. Et maintenant, la question que tout analyste sérieux doit poser. Est-ce qu'on glisse vers quelque chose d'encore plus grave? La réponse honnête est « les risques sont réels ». Mais des freins existent. Les risques: un incident naval dans le détroit d'Ormuz, un navire chinois intercepté par erreur, une mine qui explose sous un pétrolier, pourrait déclencher une escalade rapide. Une prolongation du blocus pendant des mois épuiserait les stocks d'hélium, fragiliserait les fonderies de puces et creuserait une pénurie dans toutes les industries qui dépendent de l'électronique. Et une guerre commerciale USA-Chine à 50% de droits de douane, si elle se déclenchait, ajouterait une deuxième crise économique majeure à la première. Les freins: aucune des puissances impliquées ne veut une guerre totale. La Chine a besoin du marché américain. Les États-Unis ont besoin des bons du Trésor que la Chine détient. L'Iran est économiquement à genoux, avec une contraction de 6,1% prévue. Et Trump, en campagne pour les midterms de novembre 2026, ne peut pas se permettre une récession américaine causée par ses propres décisions. Il a donc un intérêt politique clair à trouver une porte de sortie. Ce qui va se décider dans les 2 à 4 prochaines semaines: la rencontre Trump-Xi à Pékin le 14 mai, les négociations iranaises qui pourraient reprendre, l'évolution du blocus conditionnera directement si le scénario de base du FMI tient ou si on bascule vers le scénario sévère. Ce scénario sévère que les économistes du FMI n'excluent pas et qui pourrait ramener la croissance mondiale à 2% et l'inflation au-dessus de 6%. On arrive à la fin de cette analyse. Et comme toujours, on veut conclure par ce qui compte le plus. Pas l'abstraction géopolitique, mais ce que tout ça signifie pour vous, concrètement, maintenant. Commençons par quelques vérités simples sur votre quotidien. Votre facture d'énergie va augmenter. Ce n'est pas une hypothèse. C'est une certitude si le blocus d'Ormuz se prolonge. Le gaz européen a déjà presque doublé depuis le début de la guerre. Le scénario sévère du FMI prévoit une hausse de 200% du prix du gaz en Europe. Même le scénario de base intègre une hausse durable des prix de l'énergie pour 2026. Préparez vos budgets en conséquence. Votre alimentation va coûter plus cher. Les engrais bloqués dans le Golfe, les prix du carburant agricole en hausse, les coûts de transport en flambée, tout ça va remonter la chaîne alimentaire dans 4 à 6 mois. Si vous avez la capacité de faire des provisions raisonnables sur les produits non périssables, c'est une stratégie de bon sens, pas de la panique. Vos finances sont exposées si vous avez des crédits à taux variables ou des dettes libellées en devises étrangères. L'inflation qui repart va pousser les banques centrales à maintenir des taux élevés, voire à les relever. Pour les emprunteurs à taux variables, c'est un risque concret à évaluer avec votre banquier. Et puis il y a quelque chose de plus difficile à quantifier, mais de tout aussi important. L'incertitude elle-même est un problème économique. Les entreprises qui ne savent donc pas si le pétrole sera à 90 ou 130 dollars dans 6 mois ne peuvent pas planifier leurs investissements. Les agriculteurs qui ne savent pas si leurs engrais arriveront à temps ne peuvent pas optimiser leurs semences. Cette incertitude ralentit l'économie même en l'absence de choc direct. Le FMI l'a dit, une incertitude inhabituellement élevée pour les décideurs politiques et les investisseurs. Pour les pays du Sud global, et je pense particulièrement aux lecteurs en Haïti, en Afrique, aux Caraïbes, en Asie du Sud, le message du FMI est particulièrement direct. Vous serez les plus touchés. La hausse des prix alimentaires, la dépréciation de vos monnaies face à un dollar renforcé, la diminution des flux d'aide internationale, alors que les pays riches sont eux-mêmes sous pression budgétaire. Tout ça crée un contexte difficile. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité qu'il faut nommer. Ce que vous pouvez faire, comprendre. Parce que comprendre ce qui se passe vraiment, pas la version simplifiée des titres de presse, mais la version complète avec ses connexions et ses conséquences, c'est avoir un avantage réel dans un monde qui change vite. Ça vous permet d'anticiper, d'adapter vos décisions et de ne pas être pris au dépourvu par des événements qui étaient invisibles pour qui savait regarder. Les prochaines semaines vont être décisives. La rencontre Trump-Xi à Pékin les 14-15 mai,
les négociations avec l'Iran qui pourraient reprendre, l'évolution du blocus d'Ormuz et l'impact sur les chiffres d'inflation qui sortiront pour l'Europe et les États-Unis fin avril et début mai. On va suivre tout ça ici, vidéo après vidéo, avec la même rigueur et le même respect pour votre intelligence. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté sur un monde complexe, c'est que le travail a été bien fait. Abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse. Commentez pour nous dire ce qui vous préoccupe le plus dans cette actualité. Les meilleures analyses seront épinglées. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui dit « La géopolitique, c'est trop compliqué ». C'est exactement pour eux qu'on fait ça.